kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam ndax mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Nous allons ce dimanche tordre le cou à l'orthodoxie avec deux invités. À ma droite, le professeur Babacar Gueye. À ma gauche, Marc Wilson. D'abord, professeur Babacar Gueye, vous êtes le président du collectif des associations de la société civile pour les élections, le COSC. C'est un plaisir de vous accueillir dans nos studios ce dimanche. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci de m'inviter, de me donner la possibilité de m'adresser aux Sénégalais, de m'adresser à vous aussi, et donc de livrer mes impressions sur le processus électoral en cours au Sénégal. C'est un plaisir. À ma gauche, Marc Wilson, vous êtes le directeur de bonne gouvernance à l'USAID. Merci d'avoir également accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation d'être ici avec vous et bien sûr avec Monsieur le Président de COSC afin de parler de notre appui vers le processus électoral. Il est question ce dimanche de parler du processus en cours. Depuis 2002, il a été question des locales et ensuite les législatives. La perspective, c'est la présidentielle du 25 février. Professeur, de façon générale, le processus électoral sénégalais, si vous devez camper en rapport avec le code électoral, que devons-nous retenir? Écoutez, ce qui caractérise le processus électoral, en tout cas ce processus qui est en cours, si on le compare au précédent processus, c'est que au-delà des dispositions législatives du code électoral qui régissent l'élection, ce qui est frappant, c'est le climat dans lequel ce processus électoral se déroule depuis 2022. Comme vous le savez, 2022 vient après les événements de mars 2021 qui se sont caractérisés par des violences, et ces violences n'ont pas cessé. C'est un processus qui s'est installé dans la violence, dans les tensions, et je ne me souviens pas d'avoir vécu un processus aussi difficile que celui que nous sommes en train de vivre en ce moment. Difficile à cause de l'adversité qui frise parfois l'animosité, et difficile également à cause des enjeux économiques de cette élection, avec la découverte du pétrole, la découverte du gaz qui suscite beaucoup d'envie, beaucoup de convoitises. Tout cela mis ensemble fait que nous avons un processus assez spécial à l'occasion de cette élection présidentielle. Oui, des enjeux multiformes. Vous en avez déterminé les causes. Le constat a été fait. Alors, Marc Wilson, le processus électoral sénégalais, vous êtes là depuis 2022, vous observez le processus. Avec le recul, que devons-nous retenir par rapport à votre rôle et place, mais surtout aux enjeux en cours? Merci pour la question, et vraiment grâce au partenariat entre nos deux pays et avec le soutien du gouvernement sénégalais, nous pouvons maintenir un niveau d'appui vers le processus électoral. Et spécifiquement depuis 2019, nous travaillons avec le directeur général des élections, par exemple, et les organisations locales et la coalition comme COSC, de renforcer la code électorale, la dialogue et la sensibilisation vers le public, d'assurer que vraiment il y a un processus inclusif et transparent et sans violence. Il est bon de déterminer votre rôle dans ce processus. Quel est votre rôle, votre place dans ce processus?
Oui, comme les autres interventions de développement, c'est le rôle du gouvernement américain, l'USAID, de renforcer le partenariat entre les deux pays dans une manière acceptable et efficace. Oui, mais expliquez-nous de façon concrète les déterminants qui sont les vôtres dans ce processus. Oui, c'est quoi exactement? Oui, bien sûr. Merci pour la question encore. Par exemple, pendant l'élection législative et locale, nous avons l'opportunité de mobiliser avec l'appui américain les observateurs locaux. Ça veut dire qu'il y a quelques observateurs qui sont autorisés d'être dans la station de vote, d'assurer que le processus est transparent et inclusif et suivre les règles et les principes qu'on a établis dans le code électoral, par exemple. Oui, donc un principe d'observation, de transparence et puis inclusif. Alors, professeur Babacar Gueye, vous avez un appui qui est l'USAID. Dans ce partenariat-là, quelle conception avez-vous de ce type de partenariat? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que son rôle a été déterminant? Quelle est votre perception dans ce partenariat? Écoutez, je voudrais remercier le gouvernement américain et le NDI qui sont à l'origine du financement de ce projet. En réalité, le projet, nous l'avons nous-mêmes élaboré. Nous l'avons appelé projet Nyati Élection, parce que c'est un projet d'observation à long terme. Nous avons observé les élections locales, nous avons observé les législatives, et là nous sommes en train d'observer la présidentielle de février 2025. On va procéder par séquence, pour mieux comprendre votre tâche. Est-ce que vous avez rempli votre rôle comme convenu? D'abord aux élections locales, quelles conclusions en avez-vous tiré? Absolument. Nous avons observé à fond les élections locales. Nous avions des observateurs dans chaque département. Tous les 45 départements du pays ont été couverts par nos observateurs. Nous avons déployé près de 1000 observateurs qui ont observé des élections, pas seulement les élections le jour du scrutin, mais en amont. Pendant la préparation, l'inscription sur les listes électorales, etc. Nous avons donc fait tout ce travail d'observation, et nous avons également fait un travail de sensibilisation pour que les électeurs s'inscrivent massivement, pour que les électeurs aillent retirer les cartes d'électeurs, ceux qui avaient des cartes d'électeurs à retirer, et pour que les électeurs votent le jour du scrutin. Et donc vous avez vu les résultats que nous avons eus à l'occasion de ces élections locales. Globalement, nous étions satisfaits de l'organisation et de la manière dont ces élections locales se sont déroulées. Des failles, il y en a eu quand même. Il y a toujours des failles, des poches de violence, des poches de corruption. Mais si vous voulez, le jour du scrutin, qui n'ont pas entraîné nous n'avons pas entraîné d'impact significatif, qui n'ont pas eu d'impact significatif sur les résultats, et qui ont consacré un progrès important de l'opposition en ce qui concerne la gestion des collectivités locales. Avez-vous été satisfait durant les élections locales du processus jusqu'à la publication des résultats, Marc Wilson, au niveau de l'USAID, comme partenaire? Oui, merci. Absolument, à propos de la qualité d'intervention et la collaboration entre la société civile, le gouvernement et les autres acteurs, nous sommes très satisfaits parce que ici au Sénégal, il y a un niveau de confiance, il y a un niveau de collaboration entre tous les acteurs clés. Et ça, c'est vraiment spécial. Et nous sommes
content d'avoir l'opportunité de maintenir un niveau de collaboration directement avec la société civile, mais en même temps avec le gouvernement et les partis politiques, les jeunesses et tous les citoyens qui va avoir un rôle pendant le processus. Professeur Babacar Gaye, oui. Je voulais juste ajouter que ce partenariat avec l'USAID remonte à 2000, à la première alternance. Ça date de très longtemps. À la première alternance de 2000. Oui, de 2000. Tout à l'heure, vous disiez, est-ce que ce partenariat a démarré en 2022. Un impact? Oui. C'est un partenariat qui a eu un impact dès le départ. En 2000, en 2000 nous avions remarqué que lors des dernières élections législatives, le taux de participation était descendu en dessous de 50%. Et nous avons entrepris, avec un financement du USAID, de relever le niveau d'adhésion. Le taux de participation. On est passé à plus de 60% à l'occasion de l'élection présidentielle de 2000. C'est donc dire que le travail de sensibilisation que nous avons effectué grâce au financement de l'USAID a eu ce résultat-là dans le caractère populaire de la participation. Mais justement, ensuite, nous avons pour les législatives dernières, on a vu les résultats, mais le processus électoral aujourd'hui, quelquefois, fait objet de grosses discussions, pour ne pas dire de polémiques également. Qu'avez-vous fait pour, justement, de ce point de vue, apporter votre soutien dans ce combat pour une meilleure compréhension, mais surtout dans le cadre de la transparence du processus? Nous, dans le cadre de la transparence du processus, nous avons vraiment observé, fait un monitoring de tout le processus électoral jusqu'aux élections législatives. Et ce que nous faisons, nous, dans notre politique, c'est lorsque nous constatons un dysfonctionnement, un manquement, nous saisissons. Nous ne nous contentons pas de dénoncer. En amont. Voilà, en amont. Oui. Nous saisissons directement les autorités, l'organe de gestion des élections, pour essayer de voir comment régler ce problème-là. Notre réseau n'est pas un réseau de dénonciation. Nous sommes dans la recherche de solutions. Nous sommes dans la recherche de solutions et dans la médiation. Et donc nous jouons la médiation. Nous avons, lorsque les événements, les anecdotes quand même ont éclaté, lorsque l'opposition a annoncé qu'elle allait faire sa marche, c'était à la veille de la fête de Tabaski. Nous savions qu'on allait vers la catastrophe. C'était la veille de la fête de Tabaski. Il fallait absolument éviter que, à ce moment-là, la confrontation éclate. Il fallait donc éviter que cette manifestation... Nous avons chaussé nos chaussures et nous sommes allés voir les différentes parties. Nous sommes allés voir les différentes parties, rencontrer l'opposition pour lui demander, pour la supplier de surseoir à faire cette manifestation. Et finalement, nous avons été écoutés par l'opposition. Et cela nous a évité peut-être un bain de sang et puis peut-être des saccages à la veille de... C'était assez difficile à l'époque, très tendu. C'était très tendu, mais nous sommes allés les voir. Et en constituant... En allant au-delà même du COSC, on est allé au-delà du COSC, on a rassemblé, créé une synergie autour de du COSC et avec d'autres personnalités de la société civile fortes. Nous sommes allés les voir et nous les avons convaincus de ne pas organiser cette manifestation qui aurait pu avoir des effets, des conséquences désastreuses. Mais justement, ça c'est par rapport à votre profil en tant que société civile. Mais oui, des contraintes, il y en a eu quelque part. On se rappelle le rejet des listes. Je veux parler de cette judiciarisation. Est-ce que cela traduit en amont l'échec de la médiation par la société civile? Parce que finalement, tous ces dossiers ont atterri en justice finalement. Mais
comme vous le savez, dans un pays, il y a la société civile, il y a les politiques, mais il y a également la justice. Oui. Lorsque on ne parvient pas par le dialogue, par la médiation, à résoudre certaines difficultés, eh bien, la justice intervient. Vous consentez qu'à ce niveau, il y a quand même échec de votre part? Ou comment vous traduisez ça? Écoutez, finalement? On ne peut pas vraiment parler d'échec dans la mesure où c'est le jeu démocratique? les dysfonctionnements qui ont été constatés étaient de vrais dysfonctionnements. Des erreurs ont été commises. De part et d'autre? Ou quelque part, à qui vous imputez cette responsabilité? Non, aux acteurs même, aux acteurs politiques. Par la suite, vous avez entendu tout ce qui s'est dit, ceux qui ont saboté la confection de telle ou telle liste, ceux qui se sont trompés sur telle ou telle liste. Et des erreurs ont été commises de part et d'autre. Et finalement, toute cette affaire s'est retrouvée sur la table du juge qui a tranché. C'est le juge constitutionnel qui a... Lorsque le juge constitutionnel tranche, nous n'avons plus rien à dire. Il n'y a plus de matière. Il n'y a pas de recours contre les décisions du juge constitutionnel. Oui, mais il est bon quand même d'expliquer à nos auditeurs, d'approfondir quand même cette problématique. C'est lié à notre processus électoral, le code électoral, qu'on en arrive souvent à des conflits. Pourquoi en amont, nous ne parvenons pas jusqu'ici à nous accepter sur la base du code électoral, qui est un code électoral consensuel quand même? Qu'est-ce qui fait défaut, professeur? Vous êtes un observateur et vous suivez le processus depuis longtemps. Ce qui fait défaut, c'est qu'il n'y a pas de confiance entre les acteurs politiques. Les acteurs politiques n'ont pas confiance les uns envers les autres. Et ce qui se passe aussi, c'est que, écoutez, vous ne pouvez pas faire de démocratie sans démocrates. Ce sont les démocrates qui font la démocratie. Et il y a des lacunes que nous avons constatées au niveau même de la classe politique, des acteurs politiques. Peut-être qu'il va falloir approfondir la réflexion pour faire en sorte que la politique soit regardée autrement que comme une rente, comme un moyen d'accéder à une rente financière ou d'accéder à des postes de responsabilité. Ce qui rend justement, ce qui dramatise l'enjeu des élections. Parce que les acteurs se disent, bon, bah, si je gagne ici, je pourrais être député, je vais percevoir tant, j'aurai une voiture de fonction, etc. Et par conséquent, il va tout faire. Il va tout faire, il va tout donner pour accéder à cette position, pour gagner. Et malheureusement, parfois, c'est au détriment du fair play, au détriment du respect des règles du jeu électoral. Alors, ça, c'est peut-être une deuxième raison, oui. C'est peut-être l'absence de dialogue, de concertation. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Les acteurs ne se parlent plus du tout. Oui. Alors que la démocratie repose sur ça. La démocratie, c'est un système conflictuel, mais un conflit pacifique qui repose sur le dialogue. Il faut nécessairement un accord sur les règles du jeu pour aller à la compétition. Malheureusement, c'est cet accord qui est difficile à obtenir entre des partis qui sont opposés, qui n'ont pas confiance les unes envers les autres. L'objet de réflexion, c'est la matière électorale. En 92, on avait pensé qu'avec Feu Kéba Mbaye, que le problème avait été réglé. Mais finalement, on s'est rendu compte que cette matière électorale fait objet encore de polémiques, de conflits. Entre la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, et la DGE, la Direction générale des élections. Comment l'avez-vous compris? Écoutez... parce que vous avez votre tâche aussi à jouer. Nous avons notre tâche. Oui. Lorsque cette affaire a éclaté, oui. Nous n'avons pas tout de suite rué dans les brancards. Nous sommes allés voir la DGE pour leur dire, mais nous ne comprenons pas que le juge Sabassi Faye
ait pris une décision, rendu une décision, et que vous ne l'appliquiez pas. Ils nous ont répondu, mais nous ne refusons pas d'appliquer, mais nous sommes en bout de chaîne. Normalement, lorsque le juge prend une décision, cette décision est notifiée au préfet ou au gouverneur qui notifie à l'organe de gestion, et notamment la DAF, et nous n'intervenons qu'en bout de chaîne. Alors on s'est dit, mais qu'à cela ne tienne, vous êtes quand même dans le même lieu, vous êtes soumis au même ministère, vous appartenez tous les deux au même ministère de l'Intérieur. Mais quoi qu'il en soit, dans cette affaire, il faut absolument que la décision du juge soit respectée, soit appliquée. C'est par la suite qu'ils nous ont dit, de toute façon, l'État a décidé de faire un recours. Ce que j'ai rétorqué à cette observation, j'ai rétorqué non, que le recours n'était pas suspensif. Ouais. Vous êtes juriste quand même. Je suis juriste. Oui. Le recours n'est pas suspensif. Oui. Je lui ai dit, bon, nous avons constaté ce désaccord. C'est à la suite de cela seulement que nous avons écrit une déclaration pour constater le manquement, pour constater la violation. Il s'agit bel et bien d'une violation, de la part de la DGE. Oui, une violation de la part de la DGE. Nous l'avons constaté. Ensuite, nous avons, lorsque la DGE a refusé d'obtempérer suite à l'injonction de la Sénat, alors là aussi, nous sommes intervenus. Et nous sommes intervenus lorsque le président de la République a pris ce décret-là pour dissoudre complètement la Sénat, ce que nous avons considéré comme une violation manifeste de la loi. Également. Et nous, là aussi, nous avons été obligés de faire une déclaration pour déplorer, pour condamner cette violation de la loi. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce constat de la société civile, puisque vous êtes un partenaire? Le partenaire constate, vous décidez quoi, vous? C'est vraiment, je peux dire, ce n'est pas facile d'organiser les élections. Ici au Sénégal ou bien aux États-Unis, c'est toujours difficile. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'interprétations à propos de la loi, mais cela dit, comme vous le savez, peut-être le deuxième objectif de notre intervention, c'est de renforcer la dialogue. Ça existe parce que ici au Sénégal, il y a une coutume et la culture d'assurer qu'il y a un échange ouvert entre la public et là, le gouvernement. On a dépassé le dialogue, on est dans le cadre de la violation. Oui, mais le dialogue, ce n'est pas un seul acte. Il y a plusieurs dialogues depuis les années 60 ici au Sénégal. Et comme les autres pays, quand il y a quelques défis ou quelques conflits, il y aura un dialogue afin d'assurer que tout le monde a la capacité et la compréhension d'accepter la processus dans une manière avec un consensus. Je crois que ça c'est la caractéristique sénégalaise. Alors, professeur, le dialogue, mais aussi vous avez un rôle de sensibilisation. On ne sent pas beaucoup dans ce processus ce volet sensibilisation à travers les canaux. C'est dû à quoi finalement? Écoutez, pourtant, nous faisons de la sensibilisation. Nous faisons des spots à la télévision, peut-être pas dans toutes les chaînes de télévision, peut-être parce qu'il faut également des moyens. Et parfois, les moyens sont assez limités. Est-ce que l'État, de ce point de vue, joue le jeu?
Ça également, oui, parce que l'une des vocations... Ce que nous avons remarqué oui, cette fois-ci, c'est que l'État n'a pas beaucoup fait dans la sensibilisation. Habituellement, il faisait un peu plus dans la sensibilisation. Donc, nous nous sommes retrouvés presque tout seuls à faire de la sensibilisation. Or, ce n'est pas assez. Je suis conscient que ce n'est pas assez. Il aurait fallu peut-être que l'État intervienne un peu plus pour participer à la sensibilisation et que d'autres, parce que nous ne sommes pas le seul consortium d'organisations à intervenir dans le processus et que les autres puissent intervenir. Nous avons fait notre part selon nos moyens, mais je sais que ce n'est pas assez. Alors aujourd'hui, on en est au parrainage. La fiche de collecte a été lancée. Les uns et les autres sollicitent des signatures. Oui, vous, en tant que société civile, quel est votre rôle? Avez-vous l'impression que les règles sont respectées et que le jeu est inclusif conformément au code électoral? Professeur Babacar Gaye. Écoutez, ce qu'on peut peut-être déplorer, c'est le fait que pour ce parrainage-là, que les cortèges soient bloqués par les forces de l'ordre. Ça, on peut le déplorer. Et cela est dû à une lacune dans la rédaction du code électoral, notamment relativement au parrainage. Peut-être qu'il aurait fallu prévoir que durant cette période de parrainage, eh bien, les candidats doivent avoir la possibilité de sillonner le pays pour recueillir des parrainages. Mais malheureusement, comme cette disposition n'existe pas dans le code électoral, eh bien, c'est un manquement. C'est un manquement. Dans la rédaction du code. Non, peut-être qu'on n'avait pas, peut-être pas envisagé, parce que le parrainage n'avait pas été envisagé au départ en 1992. Le parrainage, c'est aux élections, à l'élection présidentielle de 2019 que le parrainage est intervenu. On a peut-être oublié de réglementer encore plus strictement, d'une manière plus complète, le parrainage et l'activité de parrainage. Parce que le parrainage devrait être une période durant laquelle les partis s'expriment, remobilisent leurs troupes, ont des activités, vont vers les électeurs, leur c'est également une ère de campagne. C'est un peu, c'est de pré-campagne un tout petit peu. Oui. Peut-être aurait-il fallu réglementer cette période-là, faire un cadrage pour permettre de manière positive la possibilité pour les candidats d'aller vers les citoyens, à la rencontre des citoyens et des électeurs pour obtenir leur parrainage. Mais peut-être qu'une plus grande mansuétude aurait peut-être permis de le faire, même si ce n'est pas prévu, même lorsqu'on est comme c'est le cas, en présence d'une lacune du code électoral. Il a été question d'achat de conscience également. Parce que, oui, vous êtes un des acteurs du processus. Il est beaucoup mentionné les achats de conscience, pour ne pas dire le rôle de l'argent dans ce pré-campagne. Oui. Ça, nous le relevons. Nous sommes en train de faire un monitoring. Monitoring non seulement de la violence, mais également de la corruption. Ça fait partie du monitoring. Vous l'avez constaté également? Oui. Pour le déplorer. Il y en a qui achètent les parrainages qui sont mais professeur, là, on attendait votre réaction beaucoup plus, constatée et constatable. Mais c'est pas le cas. Mais comme je vous le dis, nous ne sommes pas une organisation qui fait systématiquement dans la dénonciation. Nous sommes plus dans la recherche de solutions, dans la recherche de compromis, dans la médiation que dans la dénonciation. Donc, ces faits, nous les relevons et nous en parlons avec qui de droit. Nous ne cherchons pas à faire de la publicité, à faire du tapage. C'est une violation, il faut l'arrêter quand même, la saignée, elle est constatée. C'est une violation, mais qui est extrêmement difficile à arrêter, parce qu'il est extrêmement difficile de le prouver. On le sait, il y a une perception,
On est dans le domaine de la perception. On n'est pas vraiment dans le domaine de la matérialisation, de la preuve. Mais aujourd'hui, c'est pas évident à prouver toujours. Oui, un autre cas quand même qui fait actualité, justement, c'est le cas Ousmane Sonko également. On ne peut pas ne pas justement en parler parce que quelque part, les fiches ne lui ont pas été octroyées, ne lui ont pas été données. Et aujourd'hui, de ce point de vue, quelle appréciation faites-vous du cas Ousmane Sonko? C'est un cas qui existe quand même. Écoutez, nous n'avons pas fait d'appréciation sur son cas en particulier. Mais nous avons constaté que la décision de Ziguinchor n'a pas été appliquée, exécutée, et nous l'avons déploré. Donc en le déplorant, nous parlons indirectement du cas, parce que nous ne voulons pas personnaliser le débat. Nous l'avons déploré, et donc c'est comme lorsque son domicile a été barricadé, lorsqu'il a été violenté. Nous avons également fait une déclaration et même fait un point de presse pour le déplorer. Sa candidature aux yeux de la loi électorale est légale. La candidature d'Ousmane Sonko aux yeux de la loi. Elle est encore légale dans la mesure où sa condamnation n'est pas encore définitive. Aucune condamnation définitive ne pèse sur lui pour le moment. Donc, il est encore en cours, il a encore la possibilité d'être candidat. Mais si on voit les délais qui restent pour le parrainage, parce qu'on est à 3 semaines, 2 ou 3 semaines de la fin de parrainage, concrètement, sa candidature, il va être difficile de matérialiser sa candidature. Oui, des contraintes ont été constatées en tant que partenaire du jeu. Oui, quelle réaction? Vraiment, quand j'ai essayé de dire tout à l'heure, les élections c'est compliqué, mais cela dit, ici au Sénégal, il y a vraiment un consensus réel et sincère qui existe d'assurer qu'il y aura une élection inclusive, passive et transparente. C'est une exigence de votre côté qu'on en arrive à des élections inclusives, transparentes et inclusif. Oui. Et avec ça, grâce à la partenariat avec COSC, les organisations locales, et aussi avec les entités comme le directeur général des élections et les autres, je sais que nous pouvons réussir d'assurer qu'il y a un processus qui réfléchit la volonté. Alors, on va se dessiner dans la perspective maintenant. Professeur Babacar Gueye, président du COSC, du collectif des associations de la société civile pour les élections. Aujourd'hui, l'étape des parrainages, justement, s'organise de plus en plus. On n'en est pas encore, justement, à la fin, parce que la fin, c'est le filtrage. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, votre rôle est en train d'être joué, mais vous serez autour de la table également pour, justement, l'organisation des parrainages, c'est-à-dire la dernière étape, le contrôle des oui, pouvez-vous garantir aux uns et aux autres que oui, vous y veillerez conformément à la loi? En tout cas, nous serons à la commission. La commission de contrôle. Cette année, il est prévu explicitement parce qu'en 2019, il n'y avait pas de commission véritablement inclusive. C'est nous-mêmes qui avions solliciter la possibilité d'être là, d'être présent, de participer au contrôle. Mais cette fois-ci, c'est la loi qui vous autorise. C'est la loi qui nous autorise. La société civile participe à cette commission de contrôle. Et quel sera votre rôle et votre tâche? Veiller à ce que les choses se placent dans les règles, dans le respect de la loi, dans le respect du code électoral, que personne ne soit lésé. Vous serez impartial? Absolument. Notre position a toujours été de rester à égale distance des uns et des autres, de rester impartial. Alors, il y a la période du parrainage, mais à partir de ce moment, les candidats seront connus, la pré-campagne, la campagne, jusqu'au jour J. Aujourd'hui,
quel constat faites-vous en termes de bilan à mi-parcours? Alors le constat qu'on peut faire, c'est peut-être que ce processus électoral a été marqué par une tension politique persistante, marqué par une judiciarisation de la politique, ce qu'on peut déplorer, une judiciarisation persistante de la politique qui finalement porte préjudice au débat, débat sur les programmes. C'est au détriment du débat sur les programmes. La qualité du débat. La qualité du débat. Donc tout a tourné. La diversité de l'offre. Voilà. On n'a pas pu avoir de véritables débats programmatiques durant toute cette période. Et ça, on le déplore. Et cela est dû à cette judiciarisation excessive de la politique. Et des enjeux aussi que constitue cette présidentielle du 25 février 2024. Justement, ces enjeux, notamment enjeux économiques, financiers, devraient justement favoriser le débat programmatique. Comment les uns et les autres vont se comporter lorsque le Sénégal commencera à exploiter son gaz, à exploiter son pétrole. Nous aurions été heureux d'entendre les candidats sur ces questions. Nous aurions aimé qu'un débat s'installât entre les candidats sur ces questions-là. Mais tout cela n'a pas été possible à cause de cette judiciarisation qui a complètement parasité l'espace politique et le débat démocratique. Et justement, professeur Babacar Gaye, président du COSC, aujourd'hui, quand même, il y a une exigence de la part des acteurs, surtout de l'opposition, d'en arriver à une organisation indépendante, c'est-à-dire un organe indépendant. C'est une exigence parce que de par le passé, il a été question justement de cela et ça vous rattrape aujourd'hui. Est-ce que c'est légitime à l'heure actuelle, avec ce à quoi nous avons assisté, d'exiger une autorité indépendante pour l'organisation des élections? Écoutez, c'est quelque chose que nous revendiquons depuis 2007. Ça ne date pas de maintenant. C'est depuis 2007 que nous disons qu'il faut qu'on aille vers la mise en place d'un organe indépendant pour organiser les élections. Malheureusement, les régimes qui se sont succédés ne nous ont pas écoutés. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est de proposer. Nous sommes une force de proposition. Nous n'avons pas la capacité de l'imposer. Et donc, nous l'avons proposé parce que nous estimons que c'est la meilleure manière de crédibiliser les élections, de faire en sorte que tous les acteurs acceptent le verdict des urnes. Le président Wade avait fait un petit effort. Le général Cissé, c'était voilà, 2000. C'était 2000. Oui, c'était le président Diouf qui avait accepté la direction des élections. Ensuite, avec voilà. Wade a lui accepté de désigner. Mais le président Macky Sall nous a dit clairement que le Sénégal est un pays démocratique, une démocratie majeure, et que c'est le ministère de l'Intérieur qui continuerait d'organiser les élections. De polémique jusqu'à présent. Oui. Que cette demande est toujours, selon vous, légitime? Cette demande est toujours légitime. Elle est encore d'actualité. Ce que nous avons vécu lors des législatives, où c'est l'État qui a tenté des recours contre l'opposition. Ce que nous avons vécu ces derniers temps aussi, finalement, nous instruit qu'il faut que les acteurs politiques s'entendent pour mettre en place un organe indépendant pour organiser les élections. Je crois que c'est une revendication qui est tout à fait légitime. Qui est tout à fait légitime. Vous êtes un observateur averti de la scène politique
2024 retient l'attention. Aujourd'hui, vous avez constaté la composition de la Sénat aujourd'hui également problématique selon vous ou pas, cette composition? Écoutez, je suis bien placé pour en parler puisque j'étais le président de la commission qui a rédigé la loi sur la Sénat. Ah. Elle est problématique. Quelle appréciation? Elle est problématique. Et c'est problématique. Normalement, la Sénat, on ne peut pas la renouveler complètement à 100%. C'est par tiers. Pour garder la mémoire institutionnelle, on doit renouveler uniquement par tiers. Or là, on a renouvelé complètement la totalité des membres de la Sénat. On a c'est une violation de la loi? Absolument. C'est une violation de la loi. Deuxièmement, il y a deux personnalités qui sont membres de la Sénat qui appartiennent à un parti politique. Alors qu'il est clairement dit dans la loi, je suis bien placé pour en parler, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas appartenir à un parti politique ni à un mouvement de soutien. Et quel crédit à partir de ce moment donneriez-vous justement à une composition qui est appelée à jouer un rôle principal dans le processus électoral? On est à quelques encablures de la présidentielle, Babacar Gaye. Non, écoutez, oui. C'est une situation assez difficile, assez délicate. Je ne voudrais pas ajouter de l'huile au feu. Oui. Je voudrais tout simplement dire que j'espère que ceux qui ont été désignés prendront conscience de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules et qu'ils feront en sorte que les élections se déroulent dans la transparence, qu'ils feront leur travail dans la plus grande neutralité, dans la plus grande impartialité. C'est juste un souhait. Je ne suis pas sûr que... Les appeler à respecter, à prendre leurs responsabilités. À prendre leurs responsabilités et à respecter strictement le code électoral. S'ils le et font, d'en tirer les conséquences froidement. Absolument. Et s'ils le font, ils auront accompli leur mission. Oui, alors, Marc Wilson, directeur de bonne gouvernance à l'USAID, à ce stade du processus électoral, quel est votre message aux uns et aux autres? Parce que vous êtes un partenaire principal, pour ne pas dire majeur, du processus électoral à quelques encablures du 25 février 2024. Quel message avez-vous à donner? Merci. Vraiment, le message clé est qu'il faut maintenir une approche passive et assurer qu'il y a un dialogue constant entre tous les acteurs. Mais comme le professeur Gay a dit, il faut prendre votre rôle propre. Il y a plusieurs acteurs, comme la société civile, la jeunesse, les partis politiques et le gouvernement, et il faut prendre votre responsabilité. Oui, parce que vraiment, il y a un consensus ici au Sénégal que ça, c'est une démocratie. Ça, c'est une vraie démocratie où tout le monde respecte la paix. De la transparence pour ces élections, ça, c'est aussi votre rôle. Oui. Oui, si, dans le partenariat entre les deux pays, j'espère que nous pouvons continuer de renforcer les principes de la démocratie et d'avoir un processus électoral. Professeur Babacar Gaye, président du COSC, le dernier mot, vous êtes un acteur principal du processus électoral, vous y veillez, votre rôle est principal. Oui, 2 étapes nous attendent. La campagne électorale, mais aussi le scrutin. Oui, le dernier message à lancer. Écoutez, nous allons continuer à y veiller. Le message que nous pouvons peut-être lancer aux acteurs, c'est de tout faire pour que la sérénité règne, de tout faire pour que cette élection se passe de la manière la plus paisible possible. Pour cela, un scrutin qui cristallise beaucoup d'enjeux. Mais la posture du président sortant aussi est à analyser quelque part.
Oui, il a un rôle à jouer. Chacun a une responsabilité. Il a un rôle à jouer. Oui. Et ce rôle aurait été tellement formidable s'il avait décidé de ne se considérer que comme un président sortant. Parce que la situation, c'est une situation exceptionnelle. Nous avons un président qui est sortant, qui n'est pas candidat. C'était vraiment le moment rêvé pour avoir des élections totalement inclusives, totalement transparentes, avec des candidats qui exposent leur programme, qui discutent autour de la discussion devait rester autour des programmes. Mais malheureusement, à la place de cela, nous avons écoutez, une judiciarisation de la politique. Nous avons une tension. Il faudrait juste dire que mon souhait serait vraiment que pour le reste du processus électoral, que les choses se passent de la manière la plus pacifique possible. Si le président peut calmer le jeu, parce que c'est lui l'arbitre, lui qui a le tempo, s'il veut calmer, s'il peut calmer le jeu, eh bien, ce sera que bénéfique pour la démocratie et pour la paix sociale. Pour la démocratie, pour la paix sociale. À côté, le Libéria a organisé des élections pacifiques. Le sortant a félicité le gagnant. Oui, c'est aussi des modèles quelque part. C'est une belle leçon de démocratie que le président Weah donne à toute l'Afrique, au Sénégal en particulier. Pour vous, quels sont les défis majeurs pour ce scrutin? Pour ce scrutin, le défi, c'est de faire en sorte que l'élection se passe dans le calme, de manière paisible. C'est le défi de l'inclusivité, mais aussi de la transparence. Deuxièmement, que l'élection soit la plus inclusive possible. Et troisièmement, que l'élection soit transparente, la plus transparente possible. Et que cette élection soit l'occasion pour nous, électeurs, de choisir entre différents programmes. Pas de choisir entre tel ou tel camp, mais de choisir entre différents programmes pour choisir le meilleur candidat possible, celui qui sera le meilleur, en tout cas pour le pays, pour le développement de notre pays. Mais vous êtes de la société civile, vous y veillerez? Notre tâche, c'est d'observer, de veiller, de faire en sorte que l'organisation soit la plus transparente possible. Nous le faisons, nous sommes en train de le faire en ce moment et nous allons continuer de le faire jusqu'au jour du scrutin. Le front. Oui, alors, Marc Wilson, vous s'est lancé, c'est parti, mais justement, vous êtes un partenaire d'appui pour ces élections. Et justement, de ce point de vue, est-ce que vous êtes en train de jouer votre partition en termes d'appui pour des organisations transparentes? C'est le dernier mot, le mot de la fin. Oui, je crois que l'USAID, le gouvernement américain en général, on profite de la collaboration entre les deux pays d'assurer que le Sénégal maintenir la vision exceptionnelle à propos de l'organisation et l'administration des élections, d'avoir une élection qui est transparente, sans violence et inclusive. Parce que vraiment, comme monsieur le professeur a dit, Sénégal, c'est une modèle pour la sous-région, pour la Sahel, mais pour le mode intérieur. Et c'est très important que le Sénégal maintienne son statut spécial comme ça. Dernier mot, professeur. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Il faut que le Sénégal arrive à maintenir son standing de pays démocratique, de modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais pour ça, il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Beaucoup d'efforts à faire. En tout cas, le processus est lancé. On est à l'étape du parrainage et que vous avez
un rôle, une place à jouer dans la commission en attendant, oui, le processus est en cours. Et je peux vous assurer que nous jouerons ce rôle-là de la manière la plus complète possible et que nous souhaitons que tous les acteurs acceptent de jouer le jeu pour qu'on arrive à obtenir une élection sans anicroche, une élection sans violence, transparente et inclusive. Professeur Babacar Gueye, merci. C'est moi qui vous remercie. Pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes le président du collectif des associations de la société civile pour les élections, le COSC, ça a été un plaisir et certainement nous allons approfondir la réflexion au fur et à mesure justement qu'avance ce processus. Oui, Marc Wilson, ça a été un plaisir. Merci. Directeur de bonne gouvernance à l'USAID. C'est une opération facile pour vous? Pas du tout, mais j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir, avec une équipe et dans un pays formidable. Merci Marc. Merci. Un partenaire qui a réussi justement sa transition, sa part de Wolof au Sénégal, Marc Nangadef. Magnifique. Alors Marc yaa ngi Sénégal di topp processus électoral bi buñ ko doon tënk ci Wolof tey lan lañu mën a jàpp lan nga ñu mën a indil mu doon xalaat mu doon message booy lancé pour que élection yi jaar ci yoon te du am benn jafe-jafe. Waaw jërëjëf pour nous comme l'USAID xob naa dina am benn élection sans violence jàmm rek. Ndaxte fii dafa am solo élection bi nit qui participer dans le processus mooy am benn liggéey booy solo. loolu tax l'USAID dugal ci loxoom. waaw ak liggéey ak COSC et les organisations locales de assurer que yëpp mën a dem ci élection bi booy am du am benn jafe-jafe. waaw mais yéen ci seen wàllu bopp dugal ngeen ci seen loxo. te gis ngeen ne élection yi yéen seen wàllu bopp lan ngeen mën a jàpp ne buñ fa jaaxee du am benn jafe-jafe yéen a ngi indi maanaam appui boobu naka la demee lan mooy. solo su USAID ci élection yi ñu jëm. waaw pour nous mën a dimbali yëpp pour xam naka la ñu dem. Élection bi naka la ñu set sa carte de vote wala naka la ñu dem station de vote ndaxte parce que am na règle bu bare pour élection yambol pour xam règle bi ak itam am na information bu bare pour nous bëgg na dimbali la jeunesse jigéen ñi ak góor yi ak parti politique pour assurer que mën a wax ak yëpp ci Sénégal pour xam naka la ñuy dem ci élection bi. te yéen seen wàllu bopp seen rôle yéen a koy joué tey boo doon maanaam joxe benn message pour sénégalais yi lay dégg électeurs yi lay dégg yéen waa USAID lan moo ci seen message bu mujj. waaw message bi demal pour jàng ak xam naka la ñu vote si fekkee am nga l'âge rek l'âge le DGE l'âge la société civile l'âge Sud FM wala l'âge la parti politique parce que ndaxte yëpp am na benn rôle propre. Marc Sénégal ci élection yi démocratie Sénégal yow noo ko jàngatee. Élection bi yambul wante dafa am solo ak fii mën a am na démocratie fii am na paix loolu tax l'USAID et le gouvernement américain fii la ak sunu programme ak sunu intervention ak COSC ak le DGE ak Sud FM ak tous les acteurs qui booy am paix. mu am jàmm. te yéen di ngeen maanaam dugal seen loxo bu baax ci élection yooyu la yi ñu jëm muy présidentielle février bi 2024. ci sama gis-gis yëpp pare na
par élection bi wante am na liggéey mooy des liggéey par parrainage liggéey par sensibilisation wante mën a nekk du am jafe-jafe. jërëjëf Marc. noo ko bokk. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Remercie encore une fois nos deux invités, Marc Wilson, directeur de bonne gouvernance à l'USAID, mais également le professeur Babacar Gueye du collectif des associations de la société civile pour les élections. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé